La France, la patrie de mon enfance, n'a nul égal en termes d'élégance et ne peut réellement être décrite tant elle est remplie de nuances. Le génie, au service de l'exquis, sa topographie variée jusqu'à l'infini, sa lignée de rois qui brille encore aujourd'hui, font que la France jamais ne tombera dans l'oubli. Malheureusement, comme dans chaque pays, un mal la ronge de l'intérieur, celui du féroce prédateur qui, jusque dans nos campagnes, arrache la vie de nos frères et de nos sœurs. Tristement aujourd'hui, c'est en larmes que la France plonge dans l'horreur. Nous sommes en 2011. Dans le sud-ouest du magnifique pays qu'est la France, se trouve un petit village du nom de Bouloc, situé non loin de la ville de Toulouse. À cet endroit réside un couple sans histoire, Patricia, âgée de 49 ans, et Christian, son mari, âgé quant à lui de 51 ans. Après avoir quitté, depuis 3 ans désormais, la grisaille et le stress de la capitale française, ils mènent une vie agréable et paisible. La petite commune tranche radicalement avec l'ambiance citadine parisienne, l'environnement rural ne laissant presque aucune place au béton, ni d'ailleurs aux faits divers ou à la criminalité. Patricia est assistante au sein d'un cabinet d'avocats, tandis que Christian occupe un emploi dans la grande distribution, leur assurant une certaine sécurité financière. Chaque matin, avant de se rendre au travail, le couple réalise une routine quotidienne. Patricia, aux alentours de 4h15 du matin, sort de la maison durant environ 30 minutes pour courir et se défouler avant d'entamer sa journée de labeur. L'itinéraire emprunté par la femme est souvent le même. À la lueur des premiers rayons de soleil, elle longe la route menant au village voisin de Fronton, distant de 7 km environ. Ce jour est celui de la Saint-Valentin, le 14 février 2011. Pourtant, cela ne change pas l'habitude matinale de Patricia, qui s'en va courir dans la fraîcheur hivernale de la campagne. Mais voici désormais 1h30 qu'elle est partie, une durée de course bien supérieure aux autres matinées. Il est à présent 5h45 du matin, lorsque Christian se réveille et constate, avec surprise, l'absence de sa femme. Le temps de reprendre ses esprits après sa nuit de sommeil, de se préparer avant de prendre l'avion qui l'amènera jusqu'à Lyon pour un déplacement professionnel, 15 minutes s'écoulent, mais Patricia n'est toujours pas de retour. L'inquiétude gagne le cœur de Christian, qui comprend que la sortie de Patricia a été perturbée dans la mesure où jamais sa femme n'est restée si tardivement à l'extérieur. Par ailleurs, il connaît par cœur les comportements de sa femme qui organise de façon minutieuse son emploi du temps, à la minute près parfois. Son rituel du matin ne fait pas exception à cette planification rigoureuse, ce qui, dans les circonstances actuelles, ne fait qu'augmenter l'angoisse du mari. Cette anxiété continue de grimper lorsqu'il constate qu'il n'y a aucun moyen d'entrer en contact avec Patricia, celle-ci ayant laissé son téléphone portable au domicile comme toujours. En général, elle ne s'en va qu'avec les clés de la maison. Pour ne rien arranger à la situation, la météo est peu clémente. Il fait nuit, la pluie se met à tomber et les températures de début de journée sont glaciales. Ceci convainc définitivement Christian de partir à la recherche de sa femme. Un des gros avantages à l'entame de cette recherche est que le mari connaît l'itinéraire classique que Patricia emprunte. Elle débute toujours sa course par un tour dans le centre-ville de Bouloc, avant de sortir de la commune et de fouler le bitume de la route qui relie le village à celui de Fronton. Dans son véhicule, Christian scrute les alentours, essayant de localiser sa femme disparue. Les minutes s'égrènent si bien que désormais cela fait 1 heure complète que la ronde du mari a commencé. Il se rend à l'évidence, afin de maximiser les chances pour retrouver Patricia, il lui faut de l'aide et il contacte la gendarmerie à qui il détaille les événements inquiétants de la matinée. Une fois l'alerte donnée, les gendarmes ne perdent pas de temps, envoyant une patrouille qui parcourt le secteur indiqué par Christian. Ils se concentrent en premier lieu sur le centre-ville, contrôlent certains véhicules, mais ne trouvent aucun indice ou renseignement. Les gendarmes apprennent que Patricia a des problèmes de tendinite, ce qui, peut-être, a réveillé une douleur alors qu'elle se trouve en pleine campagne. Elle pourrait avoir des difficultés à se déplacer,
La patrouille circule donc sur les routes de campagne afin de découvrir une piste. Malgré les efforts déployés, au bout de plusieurs heures, sans aucun indice, il est temps de revoir la stratégie de recherche dans le but de la rendre plus efficace. À la brigade de gendarmerie, des hypothèses sont envisagées sur ce qui aurait pu se produire au moment de la sortie de Patricia. Le mari a décrit sa femme comme étant très pointilleuse, avec un emploi du temps calibré à la minute. Il n'est donc pas normal qu'elle disparaisse ainsi. Leur relation est bonne, par conséquent, la fugue est une théorie rapidement écartée, puisqu'elle ne colle pas avec son tempérament. Les gendarmes saisissent que la disparition n'est certainement pas volontaire de sa part. Il faut donc se pencher sur ce qui aurait pu l'empêcher de revenir à la maison. La gendarmerie, comme la famille, imagine qu'elle pourrait avoir eu un accident. Sur des routes peu fréquentées, elle a peut-être rencontré un souci et sans moyen de contacter qui que ce soit, la voici bloquée. L'environnement nocturne à 4h du matin, ainsi que l'épais brouillard sont également des facteurs importants, dans la mesure où elle a pu être percutée par un véhicule qui ne l'aurait pas aperçue, dont le conducteur peu scrupuleux aurait préféré prendre la fuite plutôt que de venir en aide à la femme. Il se peut aussi que ce conducteur soit de bonne intention et qu'après avoir heurté Patricia, il l'a déposée dans un hôpital. Cette dernière piste, probable, est vérifiée par les gendarmes. Malheureusement, aucun établissement de santé de la région n'a accueilli de patients dont le signalement correspondrait à celui de la femme. L'affaire se complique, l'inquiétude monte et les enquêteurs commencent à envisager qu'un grave événement s'est produit. S'ils pensent ceci, c'est parce que dans l'après-midi de la disparition, ils n'ont toujours pas le moindre élément. Pour la gendarmerie, c'est signe d'une situation totalement anormale et peu commune, d'autant plus dans cette région particulièrement calme. À cet instant, la piste criminelle est considérée. Patricia pourrait avoir croisé une personne mal intentionnée. C'est pourquoi, pour plus de moyens, la disparition de la femme est transmise à la section de recherche de Toulouse. Les enquêteurs, pour cerner le profil de Patricia, sa personnalité et son environnement, interrogent ses proches qui délivrent un maximum d'informations. Elle et Christian parcourent ensemble la vie depuis 40 ans à présent. Leur lien est décrit comme solide, rempli de passion et fusionnel. Une alchimie qui se retrouve aussi dans la relation qu'elle entretient avec sa fille unique, Carline. Malgré un environnement familial sain, Patricia est rongée par des troubles obsessionnels compulsifs. Dès lors qu'elle ne réalise pas certaines actions, l'anxiété monte en elle au point de créer des pensées dérangeantes. Ceci explique l'organisation millimétrée des activités qui composent sa journée. Et si cette organisation est bouleversée, une angoisse psychologique se présente. La course quotidienne du matin est l'un des nombreux troubles du comportement que subit Patricia. C'est ce qui la pousse à l'extérieur de la maison, qu'il fasse jour ou nuit. Cependant, les gendarmes considèrent que partir faire une activité sportive lorsque le soleil n'est pas encore levé, quand bien même la zone apparaît relativement sécurisée, reste dangereux. D'autant plus dans le cas de Patricia, sa routine matinale qu'elle réalise coûte que coûte aurait pu être repérée par un potentiel prédateur du coin. Ce dernier aurait eu tout le loisir d'observer le parcours de la femme plusieurs jours avant de passer à l'action. Cette théorie prend de plus en plus d'ampleur chez les enquêteurs, qui déploient le maximum de moyens dans l'objectif d'obtenir au moins un début de piste. Des hélicoptères sont mobilisés, tout comme de nombreux effectifs de la gendarmerie afin de couvrir le plus large terrain. Les champs sont passés au peigne fin, les lacs, les canaux et tout point d'eau des alentours sont scrutés minutieusement. Le village de Bouloc est envahi par les tenues bleues des gendarmes, les recherches sont massives, il faut retrouver Patricia. Le calme de la région est brisé par cette hyperactivité inhabituelle, mais qui s'avère payante. L'agitation dans le village de Bouloc, ainsi que sa raison, sont parvenues aux oreilles d'un couple de retraités qui se présente à la gendarmerie de Fronton afin d'y faire une déclaration inespérée pour les enquêteurs. Le logement du couple se situe non loin de la route départementale qui traverse Bouloc et qui est empruntée par Patricia Bouchon habituellement. Ces derniers rapportent qu'au cours de la matinée où la femme a disparu, ils ont été réveillés par des hurlements en provenance de l'extérieur. Ils précisent également une heure. Les cris auraient été entendus entre 4h30 du matin et 4h45. Ces cris auraient été ceux d'une femme.
Si les retraités apportent autant de précision, c'est parce qu'ils ont l'habitude de dormir la fenêtre ouverte, y compris en hiver. Ce qu'ils entendent est limpide. Après les gémissements de la femme, que le couple a assimilé d'abord à un cri d'animal, c'est une voix d'homme qu'ils perçoivent. Dans le silence désormais, l'individu aurait répété environ 6 fois « Excuse-moi ». Enfin, ils terminent leur déclaration en annonçant que dans les 15 à 20 minutes qui ont suivi ces événements troublants, le bruit d'un véhicule démarrant a été entendu sur les lieux. Un témoignage inattendu, inquiétant, mais qui ne signifie pas nécessairement que l'événement décrit par le couple de retraités concerne Patricia Bouchon. Afin d'en avoir le cœur net, les gendarmes se dirigent aussitôt vers l'endroit décrit. Il s'agit d'une impasse. Celle-ci est inspectée méticuleusement pour ne pas manquer une piste qui pourrait conduire à résoudre le mystère. Bien que le lieu soit intéressant d'un point de vue de l'enquête, les indices découverts sont préoccupants. Un élastique à cheveux, un piercing de nez, ainsi qu'une boucle d'oreille sont trouvés. Il semble que ces éléments furent arrachés violemment de leur propriétaire. Les différents objets sont présentés à la famille qui, horrifiée, confirme qu'ils appartiennent à Patricia. L'effroi grandira lorsque, toujours dans l'impasse, des touffes de cheveux, mais surtout du sang, sont détectées. La présence de ce fluide corporel n'est jamais rassurante et laisse penser au pire des scénarios. D'autant plus que les traces de sang sont nombreuses, s'étalant sur plusieurs dizaines de mètres autour de l'impasse, et d'après celle-ci, environ 1 litre de sang serait répandu dans la zone. Une terrible nouvelle, puisque ce sang appartient bel et bien à Patricia Bouchon. Désormais, la piste de l'agression violente devient prioritaire, mais il y a urgence. Patricia n'a pas disparu depuis si longtemps que ça, et le litre de sang éparpillé dans la zone potentielle de l'agression démontre que le temps est compté. Pendant que des gendarmes sillonnent les champs alentours afin de s'assurer qu'aucun corps ne s'y trouve, d'autres continuent d'analyser le terrain, où une trace de pneu est découverte puis étudiée. Cette empreinte de gomme de pneu sur le macadam renforce la théorie du possible enlèvement émise par les gendarmes. Patricia a pu être placée dans le coffre du véhicule pour être emmenée dans un lieu plus discret. C'est une piste intéressante, mais il n'est pas possible de se cantonner uniquement à celle-ci. Et bien entendu, l'un des premiers réflexes des enquêteurs, après la découverte du lieu jonché de sang de la femme, est de se tourner vers son mari, Christian. Bien que le couple, fort d'une relation de plusieurs dizaines d'années, soit solide, leur rythme de vie n'est pas commun. Le métier de Christian dans la grande distribution le contraint à beaucoup de déplacements loin de Bouloc, l'empêchant d'être présent à la maison durant la semaine. Sans que cela ne signifie que des tensions existent au sein du couple, les gendarmes pensent qu'il peut être pertinent de surveiller le mari. Cependant, la surveillance de Christian n'aboutit à rien. Mais pour ne pas manquer d'indices potentiellement cruciaux dans l'affaire, les gendarmes se munissent d'un mandat de perquisition les autorisant à fouiller le domicile du couple. À cet instant, même si Christian ne le perçoit pas comme tel, il est suspecté par la gendarmerie et interrogé. Simplement, l'entretien avec le mari de Patricia conduit à la conclusion qu'il est une personne ordinaire et ne semble pas avoir de secret ou de troubles ayant pu l'amener à commettre l'irréparable. D'ailleurs, en cherchant dans ses antécédents judiciaires, aucune ligne n'apparaît, mais le doute subsiste et l'erreur n'étant pas permise, la piste du mari est approfondie. Ce dernier est mis sur écoute discrètement afin de détecter la moindre conversation qui pourrait le trahir. Son emploi du temps, ses habitudes et sa vie entière font l'objet d'un examen minutieux. Malgré ces contrôles, rien de suspect ne remonte. Alors, la gendarmerie utilise la preuve la plus concrète à sa disposition à ce moment, les traces de pneus. Le véhicule de Christian, et notamment les marques que ces pneus pourraient imprimer sur le goudron, sont analysées et comparées aux marques présentes sur le lieu de l'agression supposée. Cette vérification finira par dédouaner totalement Christian dans cette affaire, ce qui est bien sûr une bonne nouvelle pour le mari, mais un premier frein à l'enquête, puisqu'à présent, plus aucun individu ne se trouve sur le radar des enquêteurs. Pour la faire rebondir sans perdre de temps, l'histoire de la disparition de Patricia Bouchon est médiatisée localement, dans l'espoir de faire réagir ou raviver des souvenirs à un potentiel témoin. Malheureusement, les jours s'écoulent sans que l'investigation ne progresse.
Mais au bout d'une semaine, le rebond tant espéré survient. Sept jours après la disparition de Patricia, un homme pousse la porte de la gendarmerie. Il s'agit d'un chauffeur-livreur de Montauban, une ville à 30 km au nord de Bouloc, qui parcourt régulièrement la région. Cet homme fait une déclaration aux gendarmes. Il indique avoir vu Patricia le matin de sa disparition en train de courir. Voici une information capitale. Désormais, il y a un témoin oculaire direct qui écarte par ailleurs définitivement la thèse de la fugue. Mais son témoignage n'est pas terminé. Il affirme que quelques secondes après avoir aperçu Patricia, il est proche de percuter un véhicule stationné sur le côté de la route, tout feu éteint. Il observe donc dans la voiture qui peut se stationner à cet endroit à ce moment de la journée sans signaler sa présence. Il découvre dans l'habitacle un homme dont l'âge se situe entre 30 et 40 ans, portant un bonnet de couleur noire. Les deux personnes sur l'instant se fixent durant quelques secondes, laissant le temps au chauffeur d'observer les traits du visage de l'individu. Rapidement, le véhicule redémarre puis s'en va. Les informations pleuvent puisque le chauffeur précise que la voiture dans laquelle se trouvait cet homme est une Renault Clio de première génération. Pour les enquêteurs, il est essentiel de mettre la main sur ce mystérieux individu qui, soit est un témoin clé dans la résolution de la disparition de Patricia, soit est directement impliqué dans le possible enlèvement. Il est donc demandé au chauffeur de se concentrer au maximum afin de délivrer le plus de détails physiques de cette personne dans le but d'établir un portrait robot évocateur. Ce croquis est présenté à la population de Bouloc dans l'espoir qu'une personne parvienne à mettre un nom sur ce visage. Malgré ce qui semble être une belle avancée, les habitants de la commune ne donnent aucune identité. Et il est vrai que la course de Patricia a eu lieu au cours d'un horaire où la plupart des gens sont endormis. Il est donc habilement envisagé de questionner des personnes qui pourraient être dans les rues à cette heure-ci. Les gendarmes se rendent donc auprès des éboueurs du coin afin de leur soumettre le portrait robot. Bien que la stratégie puisse paraître ingénieuse, il n'y a pas plus d'éléments qui sont apportés. Malgré tout, les enquêteurs ne repartent pas bredouilles de cette visite, puisque l'un des éboueurs pique leur curiosité. Il s'agit d'un jeune homme dans la vingtaine, célibataire et toujours hébergé chez ses parents à Bouloc. Mais surtout, il connaît Patricia. Lorsqu'on lui demande de détailler son emploi du temps, notamment s'agissant de la plage horaire lors de laquelle la femme a disparu, il est impossible pour lui de présenter un alibi valide aux enquêteurs. Le jeune homme est placé en garde à vue. Et il n'est pas prêt d'en sortir, puisque les gendarmes découvrent une habitude curieuse chez lui. L'individu est un collectionneur de petites culottes qu'il récupère dans les poubelles. Au-delà de l'aspect répugnant de cette passion, cette attitude pourrait correspondre à celle d'un prédateur sexuel et donc au potentiel agresseur de Patricia. À propos de son emploi du temps, les gendarmes parviennent à lui tirer les vers du nez. Et il admet que le jour de la disparition, il fouillait les poubelles à la recherche de son bonheur. L'enquête s'emballe, les éléments à charge s'accumulent contre cette personne. Son domicile est donc perquisitionné, ce qui n'aidera pas le jeune homme à se sortir de ce pétrin. Au contraire, des articles de presse mentionnant la disparition de Patricia sont récupérés chez lui. Étrange, mais pas plus que le fait qu'il possède une Clio de première génération. Avec de telles découvertes, les gendarmes se concentrent totalement sur le jeune éboueur qui devient un suspect très sérieux dans cette affaire. Pourtant, malgré toutes ces trouvailles, l'homme est relâché. Son véhicule, qui correspond totalement à la description donnée par le chauffeur-livreur, est en panne. Le matin de la disparition de Patricia, la voiture était immobilisée et n'a pas pu se trouver au bord de la route. Un nouveau coup dur pour l'enquête, mais aussi pour la famille qui nourrissait de grands espoirs avec cet homme placé en garde à vue, afin de retrouver Patricia. Bien que l'échec soit cruel, il n'est pas possible de se relâcher. La mère de famille est peut-être encore en vie, et si c'est le cas, il faut tout mettre en œuvre pour la sauver d'un potentiel ravisseur. Les recherches continuent, et les moyens mis à disposition augmentés. La zone de fouille est élargie, les points d'eau, les champs, les clairières et le moindre centimètre carré autour de Bouloc est contrôlé. Mais il n'y a rien.
Désormais, cela fait 1 mois et demi que l'enquête patauge, les espoirs s'amenuisent et les forces aussi. Le 29 mars 2011, la journée débute comme toutes les autres, sans aucune piste, jusqu'à ce qu'un chasseur de la région interpelle les gendarmes. Il était à 12 km du village de Bouloc, proche de la commune de Villematier, à la recherche d'un chien s'étant un peu trop éloigné au cours d'une battue. En explorant les alentours, où l'animal aurait pu se perdre, le chasseur s'approche d'un petit pont. Il observe une forme, mais ne parvient pas à distinguer ce que cela peut être, et s'avance. Son pas s'arrête net lorsque le chasseur comprend à quoi il a affaire. Un cadavre. Horrifié par la scène sous ses yeux, il fait demi-tour pour se rendre à la gendarmerie. Les premiers enquêteurs sur place font face à la sordide découverte. La dépouille d'une femme se tient devant eux, en partie immergée et face contre terre. Le bas de survêtement dont elle est revêtue est baissé. Son haut, quant à lui, remonté. Elle est donc partiellement nue. L'agression de cette personne, à première vue, est à caractère sexuel. La tenue vestimentaire laisse penser qu'il s'agit de Patricia. Son époux, Christian, est amené sur les lieux. Le cœur brisé, il reconnaît sa femme. L'identité de la victime est donc connue. L'étape suivante est de comprendre ce qu'il s'est passé afin de remonter jusqu'au prédateur qui sévit dans le coin. Cela fait 6 semaines que le cadavre se trouve dans l'humidité. Malgré ça, il est possible de constater que des coups violents ont été portés sur Patricia. De multiples parties de son corps sont fracturées. Son crâne, son nez ainsi que des vertèbres. Autour du cou de la victime, des traces de strangulation sont repérées. Surtout, de l'ADN est prélevé. 2 ADN masculins pour être précis. Seulement, ils sont partiels et malgré un travail titanesque des équipes scientifiques pour en identifier le porteur, l'analyse n'aboutit malheureusement pas. Quoi qu'il en soit, à présent, il y a suffisamment d'éléments pour imaginer les faits. Patricia courait sur le côté de la route qu'elle emprunte habituellement, puis passe devant la fameuse Clio garée sur le côté de la chaussée. Le conducteur de ce véhicule est un prédateur qui lui file le train après avoir croisé le regard du chauffeur-livreur qui manque de peu de l'encastrer. Une fois Patricia rattrapée, l'agresseur descend de son véhicule, attaque sa victime dans l'impasse où les cris ont été entendus par le couple de retraités. Une tentative de viol débute. La femme se débat fortement et de toutes ses forces, mais la férocité des coups portés sur Patricia pour la contraindre lui ôte la vie. Le meurtrier charge le cadavre dans sa voiture et conduit jusqu'à Villematier pour s'en débarrasser sous le pont. Les résultats de l'autopsie du corps confirment que la cause du décès est bel et bien la strangulation. En revanche, aucun viol n'a eu lieu, Patricia ayant certainement été tuée avant que l'agresseur ne puisse entamer un quelconque acte sexuel. Cependant, bien que la lumière soit faite en partie sur les tragiques événements de cette matinée du 14 février 2011, le meurtrier court toujours et il est loin d'être inquiété dans la mesure où il n'y a aucun indice permettant de se rapprocher de potentiels suspects. D'ailleurs, 1 an durant, la situation n'évoluera plus. Pourtant, au cours de l'année écoulée, les gendarmes n'ont pas baissé les bras, vérifiant des centaines de véhicules de type Clio, testant l'ADN de nombreuses personnes et ayant jusqu'à 13 suspects placés en garde à vue. Tout ceci sans résultat. Il ne reste donc plus que les éléments de départ à nouveau. Le témoignage du chauffeur-livreur et ce fameux portrait robot. Un croquis qui n'a jamais été révélé à la presse, mais qui le sera au niveau national en guise de dernier espoir afin d'arrêter le prédateur. Ceci nous conduit à une date fatidique dans cette enquête, celle du 4 décembre 2013. Trois longues années ont passé depuis le meurtre sauvage de la regrettée Patricia Bouchon. En ce jour d'hiver, une personne se présente à la gendarmerie et annonce qu'elle détient des informations sur l'affaire. Elle est entendue et jette un véritable pavé dans la mare. Ce témoin connaît l'identité du conducteur de la Clio. Il s'agit de Laurent Dejean. Bien sûr, c'est un rebondissement incroyable. Pour la première fois, un nom est associé au portrait robot. Seulement, les nombreuses désillusions vécues auparavant par les gendarmes les maintiennent sur leur garde. Ils décident donc de présenter à nouveau le portrait robot aux résidents de la commune de Bouloc, où Laurent Dejean habite également, de le diffuser dans un journal local
et 31 personnes l'identifient cette fois-ci. Si autant de personnes reconnaissent l'individu, c'est que le portrait robot reprend presque trait pour trait le visage de ce dernier. Pourtant, Laurent Dejean avait déjà été questionné sur son emploi du temps le matin de la disparition de Patricia, sans que rien n'apparaisse d'anormal aux yeux des enquêteurs. Quoi qu'il en soit, il est temps de s'attarder sur le profil du suspect principal. Laurent Dejean est un homme célibataire de 35 ans, marqué par une instabilité comportementale flagrante. Il a vécu avec sa mère jusqu'à un âge avancé, mais s'il a dû quitter le foyer, c'est en raison des accès de violence qui pouvaient survenir chez lui. Par ailleurs, sa consommation régulière de produits stupéfiants n'aide certainement pas à le canaliser. Il semble, enfin, qu'il soit en proie à des troubles psychologiques sévères. Mais la personnalité de l'homme est compliquée à cerner, puisque même si ses proches affirment qu'il peut être impulsif et violent, son casier judiciaire est vide. Qui plus est, d'autres témoignages sont à contre-courant, estimant que l'homme est une personne simple et agréable. Les enquêteurs ne savent pas sur quel pied danser. Laurent Dejean, du fait de ses troubles psychologiques, se trouve en situation de curatelle renforcée. Cela signifie que pour réaliser des actes importants, comme un emprunt bancaire par exemple, il doit être assisté par une personne. Dans le cas de Laurent Dejean, c'est sa mère qui remplit ce rôle. Pour récapituler, le suspect est un homme célibataire travaillant dans le domaine du bâtiment, ce qui le fait se lever tôt le matin. Il combat des troubles mentaux, l'empêchant d'être totalement indépendant, et il se pourrait que des accès de violence surviennent aléatoirement. L'interrogatoire de Laurent Dejean s'avère délicat, d'autant plus que d'entrée de jeu, il nie en bloc les accusations qui sont portées à son égard et indique qu'il ne possède pas de voiture de type Clio. Si ces dires sont vrais, ce serait un nouveau coup dur à l'enquête, puisque ce véhicule est un élément clé pour la résolution de ce meurtre. Simplement, des témoignages s'opposent à la version du suspect. Il aurait été vu à plusieurs reprises à l'intérieur d'une Clio. Sous la pression de l'interrogatoire, l'homme finit par reconnaître qu'il aurait pu posséder il y a quelque temps une voiture de ce type, mais s'en serait débarrassé à la casse. Aussitôt, toutes les cases du coin sont inspectées, les propriétaires interrogés, mais rien ne permet de mettre la main sur ce mystérieux véhicule qui semble avoir définitivement disparu. Les versions de Laurent Dejean étant multiples et changeantes, l'impossibilité de retrouver cet élément de l'enquête convainc les gendarmes de ne plus se focaliser sur cette Clio et de se concentrer sur l'emploi du temps de l'homme. Les propos du suspect à ce sujet sont décousus. Il assure cependant que durant le mois de février, il était en arrêt maladie pour des douleurs au niveau de son épaule. Or, ceci est un mensonge. Les enquêteurs découvrent qu'après la disparition de Patricia, l'homme s'est rendu chez un psychiatre à Toulouse qui lui a prescrit un traitement. Cela conduit les enquêteurs à penser qu'à ce moment, Laurent Dejean avait certainement connu un état psychologique instable. La question derrière ceci est qu'est-ce qui aurait déclenché de tels troubles mentaux ? Parce que ces derniers ne sont pas anodins. Ils amènent Laurent Dejean à être interné au sein d'un hôpital psychiatrique, des faits qui divergent largement avec la version avancée par l'homme, qui annonçait être en arrêt maladie pour une blessure à l'épaule. Oui, mais voilà, a-t-il menti parce qu'il a saisi que la dégradation de son état mental corrobore avec la disparition de Patricia, ou bien parce qu'il était gêné à l'idée d'annoncer qu'il avait été interné, ce qui n'est jamais une chose facile à exposer. Les gendarmes comprennent que les éléments sortant de la bouche de Laurent Dejean doivent être pris avec des pincettes. Effectivement, sa garde à vue se poursuit, puisque les experts ont considéré qu'il était tout à fait apte et responsable de ses actes jusqu'à présent. C'est alors qu'une autre information émerge. Le suspect connaît l'endroit où la dépouille de Patricia fut découverte par le chasseur. À plusieurs reprises, il a travaillé chez des agriculteurs du coin. Et une nouvelle fois, cela ne démontre pas nécessairement sa culpabilité, puisque de nombreuses autres personnes de la région auraient pu également avoir connaissance du lieu. Et à nouveau, lors de la garde à vue, les gendarmes qui tentent de mettre en difficulté Laurent Dejean font face à un individu dont l'esprit divague. En tout cas, c'est ce qu'il laisse paraître avec des propos incohérents, illogiques, laissant planer un doute constant.
Malgré tout, les enquêteurs pensent qu'il est l'assassin de Patricia. Seulement, sans preuve formelle, ils n'ont d'autre choix que de le relâcher, le temps de la garde à vue arrivant à son terme. Évidemment, l'homme fait l'objet d'une étroite surveillance 4 mois durant, sans qu'il soit possible d'en tirer quoi que ce soit. Un sentiment terrible pour les enquêteurs qui ont l'intime conviction que Laurent Dejean est le tueur, mais ne disposent d'aucun élément pour le confronter à la justice. Alors, ils décident de l'interroger à nouveau, dans l'espoir de le faire admettre le crime odieux. À l'instar de ses premiers entretiens, le suspect est incohérent dans ses propos, et il est impossible de savoir s'il s'agit d'une stratégie ou bien de véritables troubles liés à la pression exercée par les gendarmes. L'homme explique qu'il a fait le deuil de Patricia, une phrase troublante lorsqu'on connaît sa position actuelle, qu'il l'est encore plus quand il indique juste avant qu'il n'a pas spécialement d'affinité avec elle. Une photo de la femme lui est présentée. Son attitude perturbe les gendarmes qui l'observent embrasser le cliché et renforcer, par la même occasion, leur conviction à son égard. Une conviction qui ne peut toujours pas être concrétisée par des preuves formelles. Laurent Dejean est donc relâché pour la seconde fois. Les moyens de le faire tomber s'évaporent un à un. Une opportunité demeure cependant avec le témoin clé de toute cette affaire, le chauffeur-livreur qui a pu croiser le regard du potentiel assassin. Si ce dernier est capable d'identifier catégoriquement l'individu qu'il a aperçu ce matin-là comme étant Laurent Dejean, le suspect pourra être présenté devant un juge. Nous voici donc en juin 2014. Le témoin est convoqué à la gendarmerie pour l'un des moments les plus cruciaux de l'enquête. 12 portraits lui sont présentés. Bien entendu, l'un d'entre eux est Laurent Dejean. Cette identification est un échec. Le chauffeur-livreur qui avait été si précis 5 jours après la disparition de Patricia dans l'établissement du portrait robot est incapable, tout de même 4 ans plus tard, de désigner le suspect des gendarmes. À présent, l'enquête bat de l'aile. Il devient de plus en plus complexe de relier l'individu au meurtre de Patricia Bouchon, et il se peut que ce dernier ne soit jamais résolu, ce qui serait un véritable crève-cœur pour la famille. D'autant plus que l'ultime chance de démontrer que Laurent Dejean est bel et bien le tueur tombe à l'eau lorsque les traces ADN retrouvées sur le lieu de l'agression sont comparées avec celles de l'homme, donnant un résultat négatif. Le rôle des gendarmes s'arrête à ce moment. Ils ont tout mis en œuvre pour obtenir des preuves directes permettant de démontrer la culpabilité de leur suspect, mais n'y sont pas parvenus. Dès lors, c'est au procureur de la République que revient la lourde décision d'engager, ou non, des poursuites judiciaires à l'encontre de Laurent Dejean pour homicide volontaire. Sa décision sera rendue au mois de février 2015. Le procureur de la République étudie le dossier puis prend la décision de se lancer dans une bataille juridique devant la cour d'assises. Selon lui, il est vrai qu'aucune preuve directe n'a pu être établie pour confondre Laurent Dejean comme étant le tueur, mais les éléments se trouvant dans le dossier semblent tous pointer en sa direction. Une prise de position délicate, dans la mesure où le suspect continue de clamer son innocence, mais sera tout de même mis en examen puis placé en détention provisoire. Il paraît évident désormais qu'une confrontation aura lieu en cour d'assises. Dans cette optique, l'accusation souhaite renforcer sa théorie avec une reconstitution des faits dans l'impasse où s'est déroulée l'attaque. Laurent Dejean est conduit à cet endroit précisément où l'agresseur se serait tenu. Il lui est demandé de parler afin que les témoins, ce couple de retraités, puissent, s'ils en sont capables, reconnaître la voix du matin où ils ont entendu des cris et des pleurs. Cette reconstitution, qui aurait dû permettre de solidifier la thèse de l'accusation, en a les effets inverses et la fragilise. Effectivement, les témoins ne reconnaissent pas du tout la voix qu'ils ont discernée au petit matin il y a 4 ans. À ce stade, il n'y a plus aucun élément en possession des enquêteurs qui soit exploitable afin de démontrer la culpabilité de Laurent Dejean. L'accusation relève cependant un point intéressant. Le suspect, après un accès de violence, a le réflexe de s'excuser immédiatement une fois qu'il a retrouvé ses esprits, ce qui correspond à la scène entendue par le couple de retraités avec ces mots répétés frénétiquement « Excuse-moi ».
Un argument rapidement démonté par la défense, qui explique que Laurent Dejean n'était pas proche de Patricia. Dans ce cas, pourquoi l'aurait-il tutoyé? Et pourquoi aurait-il dit dans la foulée « je ne voulais pas ». Ils vont même plus loin. Selon eux, le coupable est le mari de la femme, Christian Bouchon. Le fait que Patricia parte tous les matins aussitôt cacherait en réalité une relation extra-conjugale que l'époux n'aurait pas supportée et aurait conduit à cette agression. Et pour les enquêteurs, Christian est hors de cause. Il n'est pas la personne qui aurait mis fin à la vie de sa femme. Pour eux, le décès de Patricia résulte de l'acte d'un prédateur sexuel. Entre-temps, il est révélé que Laurent Dejean sortait d'une rupture amoureuse qu'il avait du mal à digérer, ce qui aurait pu conduire à l'affaiblir mentalement et le pousser à commettre l'irréparable. Mais ça, c'est la justice qui devra trancher, puisque le 14 mars 2019, voici que débutent les audiences devant la cour d'assises. Et pas de miracle lors de celle-ci, aucun nouvel élément n'est apporté. Il n'y a donc toujours pas de preuves directes, matérielles et formelles désignant Laurent Dejean comme le meurtrier. Si bien que le parquet général est contraint de solliciter la relaxe de l'accusé dans cette affaire. Il reste donc à patienter pour obtenir le verdict du jury qui sera soit une condamnation, soit un acquittement. Après 15 longs jours de délibération, le jury a finalement tranché. Laurent Dejean est reconnu coupable du meurtre de Patricia Bouchon, bénéficiant cependant de circonstances atténuantes compte tenu de ses troubles mentaux. La sanction prononcée par le juge est une peine de 20 ans d'emprisonnement. Contre toute attente, il s'agit d'une délibération qui soulage la famille de Patricia. Cette décision, rendue en première instance, est confirmée en juillet 2021 par la Cour d'appel d'Albi qui maintient la sanction de 20 ans de réclusion criminelle à l'égard de Laurent Dejean, dont les avocats ont annoncé continuer la bataille judiciaire en prévoyant de se pourvoir en cassation. Quoi qu'il en soit, on ne peut que se ranger du côté de la famille de la victime, Patricia Bouchon, qui ne méritait pas son sort et qui restera à jamais dans le cœur de ceux qui l'aiment pour toujours. N'hésitez pas à me donner votre opinion sur cette affaire en commentaire, puisqu'après tout, vu la nature de l'affaire, la discussion peut être ouverte. Bien sûr, dans le respect, sans oublier que la justice a tranché. En tous les cas, si cette enquête vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche. Je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à très bientôt. Ciao.